You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, Animé par Allison Burns, JD Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're gonna move you. Bienvenue au 55e épisode de Dirty Feet. Nous vous présentons les animateurs Jean-Daniel et Allison qui vont nous parler à Michel F. Côté et moi, Catherine Lavoie-Marcus, de notre plus récent spectacle qui va être présenté à Tangente du 5 au 8 décembre 2013, donc cette fin de semaine. Ils vont nous poser quelques questions sur la création de ce spectacle. Merci beaucoup, Catherine Lavoie-Marcus, de nous avoir ici pour discuter avec vous de votre nouveau spectacle. Donc, ce spectacle, She's sur le Sunday, qui est présenté cette semaine à Tangente. Pour toi, c'est une deuxième œuvre complète chorégraphique pour Catherine, et c'est votre première collaboration ensemble que vous faites, c'est ça? Je rectifie un tout petit peu. En fait, Michel et moi, on avait collaboré ensemble sur Acéphale, ma précédente pièce. Michel avait été arrivé vers la fin du processus pour faire la conception sonore de la pièce. Et cette fois-ci, pour ce qui est sur le Sunday, c'est véritablement une co-création. Donc, on a commencé dès le départ, dès l'amorce, à travailler en collaboration ensemble. Autrement dit, lors d'Acéphale, le premier show chorégraphique de Catherine, j'étais sous ses ordres, en quelque sorte, et maintenant, nous sommes co-commandants. Ça te va? Ça me va tout à fait. Est-ce qu'on peut parler un peu de votre parcours avant cet spectacle en 2012? Catherine? Donc, mon parcours est assez, je dirais, multi-piste et complexe. J'ai fait beaucoup de danse depuis que je suis petite, toutes sortes de types de danse. Donc, j'ai un abord à la danse qui est très, très varié. Et j'ai aussi fait des études principalement en philosophie à l'Université de Montréal, au bac et à la maîtrise, et je suis aussi au doctorat en études et pratiques des arts à l'UQAM présentement. Donc, j'ai, disons, un rapport à la danse qui est à la fois pratique et aussi théorique. Et puis, je navigue un peu entre les deux, donc, dépendamment des projets. Excellent. Est-ce que je peux demander la même question? Oui, alors musicien, compositeur pour les arts de la scène depuis un bon moment déjà, donc travaillé beaucoup pour le théâtre et la danse, co-directeur artistique de la compagnie de danse et Marianne et Simon, en compagnie de Catherine Tardif. Je m'associe qu'à des Catherine, clairement. et j'ai déjà commis plusieurs, comment dirais-je, plusieurs shows de danse, très clairement deux. Un à Tangente précédemment qui avait pour titre L'Intranquillité et un autre pour Densité qui avait pour titre 63 apparitions. Et ces deux trucs-là datent d'une dizaine d'années, c'était en 2003. Alors ça m'a pris 10 ans avant de récidiver franchement dans la danse, même si j'organise des événements de danse de temps à autre qui ont pour nom, comment ça s'appelle déjà, mon Dieu? Salle de montre. Voilà, salle de montre. Et puis... moi, avec Catherine Lavoie-Marcus, c'est donc la seconde fois qu'on va travailler ensemble sur ce show, Skis sur le Sunday. Ça va, je pense, j'en ai assez dit. Pour l'instant, ça va. Merci. On va continuer. Donc, Acéphale, en fait, ça avait été la première fois où vous avez vraiment collaboré ensemble. Oui. C'est une pièce qui en disait beaucoup, sans le dire très clairement, d'une certaine façon. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce projet-là, Catherine? C'est un projet que probablement beaucoup de gens ont vu. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire en tant que créatrice? Alors, c'est un projet qui mettait en scène deux interprètes, Kelly Kinnin et Magali Stoll. Et c'était un projet dans lequel j'avais envie d'étudier les rapports communicationnel entre deux individus, mais à travers un travail sensoriel, donc vraiment un travail qui mettait en scène la matière et qui finalement m'aidait à essayer de comprendre la dynamique entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, il y avait beaucoup de matière qui rentrait en contact avec le visage, avec les mains, qui obstruait les voies communicationnelles, qui parfois rendaient ces communications-là assez violentes
violente via la rupture du matériel. Donc, c'était le premier spectacle où j'essayais vraiment de travailler sur l'intersensorialité, donc les sens qui se répondent entre eux, puis sur aussi une façon de convoquer le sens très ambigu, dans une théâtralité assez minimale. Donc, c'était la première fois que je faisais ça. Puis j'ai pas mal réitéré ce type de travail-là dans la nouvelle pièce. Donc, la nouvelle pièce se retrouve vraiment dans la continuité de la première. Et l'Acéphale, c'était une collaboration avec un artiste visuel. Oui, exactement, avec Joël Couturier, et c'est donc Joël qui a créé le décor, qui amenait de la matière en studio. Avec elle, on travaillait le mouvement dans la matière, et puis on a trouvé justement toutes ces textures, tous ces espèces de débats dans la matière avec Joël. Je me souviens aussi d'un petit livre de comics, peut-être? Oui, j'avais travaillé avec la BDiste Ariane Morin-Denomé, qui avait fait une sorte de programme de soirée parallèle, qui avait récupéré certains moments de la pièce, avait dessiné les personnages pour leur faire, pour reprendre une partie du sous-texte. Donc, ce que j'avais envie, c'était de donner une piste de lecture pour ces interactions qui étaient sans mots, non verbales. Je leur donnais peut-être une sorte de piste à travers la mini BD. Je trouvais que c'était une autre façon de parler de communication autre que la danse. C'est ça, un peu? Oui, mais je pense que oui, ça m'intéressait. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de très BD-esque dans la pièce. Et donc, oui, ça permettait quelque part de rendre un peu presque hors du monde et presque grossier cette chose que je mettais sur scène à travers la BD. Au niveau de la matière, il y avait énormément de transformation de la matière par les danseurs. Il y avait du arts and craft, un peu de bricolage d'une certaine façon qui était fait pendant la pièce. Jouer beaucoup avec la peinture. Cette utilisation-là de la matière en collaboration avec un artiste visuel, est-ce que des fois il y a eu un petit peu de difficulté pour l'artiste visuel à se distancier de l'aspect visuel qu'il présentait avec les artistes qui créaient leur propre aspect visuel en même temps? Mais on a travaillé vraiment avec Joël avec l'aspect fonctionnel de la matière, et on était vraiment en dialogue tout le temps. Puis, donc, ce qu'il s'agissait de faire, c'était d'apporter des objets, des choses en studio, puis de laisser les interprètes parfois s'amuser avec, tout en respectant une thématique qui était celle de, par exemple, de l'impression, donc l'impression du visage sur le papier. Donc, le jeu entre la surface et l'intérieur était comme toujours une thématique qui se surimposait. Puis tranquillement, en fait, le thème, la matière et le jeu des interprètes se sont répondus, puis se sont comme télescopés, et puis ça a créé ce que cette pièce-là est. Et puis oui, en effet, il y a eu des moments difficiles, comme par exemple se mettre de la peinture dans le visage et être incapable de l'enlever après une répétition. Donc il y a eu des moments où on était complètement, je veux dire, le corps était vraiment dans la matière, puis on s'est complètement barbouillé, on en a mis partout, on s'est bien amusé. Et tu parlais de violence un peu plus tôt. Dans le titre même de la pièce Acéphale, il y a quelque chose de vraiment très violent, d'une certaine façon. Un corps sans tête, quelque chose qui n'a pas de tête. Est-ce que cette violence-là était vraiment à l'idée de base du processus? Pourquoi avoir choisi un titre comme Acéphale? Mm-hmm. Je pense que le titre, c'est une négation, en fait. Et je me demandais un peu comment cette négation, donc être sans tête, ne pas avoir de tête, ou ne pas être reconnu comme ayant une tête, comment est-ce que ça, c'est un processus, en fait, qui est infligé des fois par l'autre personne. Donc, je n'arrive pas à te lire, à lire ton visage, je n'arrive pas à comprendre ce qui est dans ta tête, je n'ai pas accès à ta tête, et c'est comme si cette négation-là venait d'une sorte de processus de communication.
Donc oui, il y a une espèce de violence latente dans cette qualification de sans la tête, de négation. Puis cette espèce de violence latente qui se mélange quand même toujours à beaucoup d'humour chez moi, elle est quand même très présente aussi dans la nouvelle pièce. C'est comme si je me demande toujours ce qui est dormant, soit dans les relations interpersonnelles ou dans les situations sociales ou physiques. Il y a toujours pour moi quelque chose qui est sous-jacent, dormant, puis souvent on veut taper, on veut garder très silencieux, mais qui finalement, à certains moments, jaillit un peu soit contre notre gré ou à notre désarroi, en fait. Corps défendant. À notre corps défendant. Et d'une certaine façon, dans cette pièce-là, il y a une certaine tension qui était établie parce que on sentait une grande pensée derrière chaque chose, un côté intellectuel très fort également à la création. Donc, entre ce côté-là, sans tête, chercher la communicabilité, mais également l'incompréhensibilité de ce qui se passe envers le spectateur. Est-ce que des fois, tu trouves que il y a une violence qui se crée envers le spectateur également, qui doit regarder ça, un théâtre un peu minimaliste, comme tu disais un peu plus tôt? Non, c'est une super bonne question. En fait, je pense que il y a peut-être quelque chose dans l'art, une part de l'art où il faut s'activer, ou je dirais pas se faire violence, mais oui, il y a comme une sorte de mise en activation dans cette tentative ou cet espoir de chercher le sens. On est comme très disons on est vraiment dans la recherche. Donc dans la création, on est dans la recherche, puis le public, je l'espère, est dans une forme de recherche aussi. Violence, je pense pas, mais certainement activation ou peut-être provocation d'une activité de réception, oui, certainement. Oui, d'une activité cognitive, parce que dans le fond, le discours dominant ces jours-ci est de parler de culture et non plus d'art, et de parler de divertissement beaucoup, quand dans le fond, j'ai le sentiment que l'art est... c'est un espace réflexif pour des gens, en tout cas, qui sont en recherche, comme Catherine et moi, et comme tant d'autres artistes. Je veux dire, c'est un espace de recherche, indépendamment de notre discipline artistique. Donc, on est là pour dire des choses, forcer la concentration et non pas provoquer la diversion. Et à ce niveau-là, oui, parfois le public peut recevoir une proposition avec comment dirais-je, une certaine violence, c'est-à-dire que le propos le choque ou mais c'est à la limite tant mieux, parce que c'est ça l'objectif, non? C'est pour beaucoup plus, j'insiste, c'est pour beaucoup plus que pour faire passer un bon moment. Sans être un supplice chinois, l'art, à mon humble avis, est quand même une goutte d'eau qui s'installe et tombe sur le front pendant 55, 1 heure et demie, le temps que dure la pièce, quelle qu'elle soit. Alors j'ose espérer, oui, que le public participe et qu'il se fasse légèrement violence. Il y en a qui aiment ça en plus, alors bon. Ben, je veux expliquer aussi que la pièce est drôle. La public à rire pendant le spectacle. C'est une pièce qui Acéphale était une pièce très drôle, en fait. C'est ça le paradoxe. Quand je parle de violence, je parle pas nécessairement de violence en tant que négatif, mais plus en tant que un impact, contre le spectateur d'une certaine façon. On s'entend donc. Dans le sens un peu comme la définition de jouissance selon Barthes, où la lecture du texte est une violence, mais c'est une violence qui est appréciée, c'est une violence qui nourrit énormément. On parlait de divertissement, vous avez mentionné le divertissement, où c'est beaucoup plus réceptif plutôt que actif. Voilà. Donc, Acéphale me donnait un peu cette impression-là au niveau que le plaisir ressort de la construction et la déconstruction et la reconstruction du texte et de la structure, d'une certaine façon, de la pièce. C'était plus dans ce sens-là que je voyais violence. Est-ce que vous sentez que de ce côté-là, c'est un petit peu plus juste de dire, tu utilises un terme comme violence? Oui, mais de toute façon, d'entrée de jeu, c'était comme ça, je pense qu'on l'avait saisi, parce que c'est pas une violence psychologique, ni une violence physique, une attaque, non. C'est un déplacement, je pense. Une réciprocité intellectuelle, une interaction. Oui, bien sûr.
Et est-ce que vous sentez que pour ce qui est sur le Sunday, il y a une approche semblable qui a été créée au niveau de la communicabilité avec le spectateur, au niveau de ce qui est donné, mais ce qui est également reçu des spectateurs? Oui. Ben évidemment, parce que dans la poursuite du travail d'Acéphale, donc, qui était vraiment une pièce de Catherine, pour faire la petite genèse, ayant accompagné Catherine et les interprètes en fin de parcours, comme le disait Catherine, je suis arrivé comme ça à la toute dernière minute. Je me rappelle plus très bien pourquoi d'ailleurs, parce que ça, on a eu envie. Il faut qu'on entende quelque chose. Oui, c'est ça. Et puis, et là, j'ai senti donc évidemment de l'intelligence de la proposition de Catherine. Je l'ai vu, je l'ai senti, et puis son appétit aussi pour le son. Et intellectuellement, le travail me plaisait, donc c'est pour ça qu'on a eu envie de travailler ensemble. Mais cette fois-ci, dès le début. 50-50 et oui, c'est une suite sans en être une d'Acéphale à mon humble avis, parce que on a ce problème d'individus dans Skiz, ils sont dans un espace très restreint, 12 par 12, sortent pas de cet espace, donc c'est très confiné. C'est comme à l'intérieur d'un cerveau finalement. Je veux pas trop faire de métaphores alambiquées avec la pièce précédente, mais cette fois-ci il y a un cerveau. Quand dans le précédent, il n'y en avait pas. Et on est dans le cerveau des gens. C'est un peu ce qu'on voit sur scène. On est dans la tête de 3 personnes. Et puis, ces 3 personnes-là essaient de se dire des choses et essaient de nous dire des choses aussi. Et la lecture est pas toujours évidente. On utilise les mots, comme Catherine l'avait fait dans Acéphale. On avait pour objectif et on n'a pas réussi, de faire une trame sonore qui utiliserait exclusivement des mots, le verbe donc. Ça nous intéressait beaucoup. Pas de musique si possible. Mais qu'on utilise ce puissant outil narratif que sont les mots d'une manière pas trop narrative et plus ludique ou plus sonore ou plus musicale. Bon, sans en dire trop là-dessus. Et puis donc il y a ça, oui cette volonté de dire des choses, mais aussi cette incapacité de communiquer avec justesse les choses qui seraient urgentes de dire peut-être. Puis je pense que peut-être pour ajouter aussi à ce que dit Michel, c'est que je pense que c'est assez difficile dans la pièce de savoir exactement ce qui se passe et de pouvoir dire « Ah, là, il est vraiment en train de se passer ceci ou il est en train de se passer cela. » C'est comme la façon dont je le perçois, il y a un horizon de sens, puis dans cet horizon de sens-là, on fait des suggestions, on tend le sens d'un côté puis de l'autre, puis on essaie de créer des situations dramatiques, mais dont le sens est pas fermé. Donc, on essaie de garder un sens qui est relativement ouvert. Donc, ça pourrait vouloir dire quelque chose pour une personne et peut-être quelque chose d'autre pour une personne. Ça reste assez fuyant, voire savonneux, et ce l'est même pour nous comme créateurs. Donc, parfois, on interprète nous-mêmes certaines scènes différemment. Michel a une interprétation, puis j'en ai une autre, puis les interprètes, je pense, eux-mêmes, de l'intérieur en ont aussi une qui est un peu différente. Mais c'est une des grandes caractéristiques, dans le fond, de l'art chorégraphique, à savoir que c'est sémantiquement plastique, c'est ouvert. La narrativité, elle est comme en musique, d'ailleurs, elle est comme... John Cage disait, au décès de ma mère, j'ai écrit une élégie, donc une pièce en son hommage, qui était pour moi une pièce, une belle pièce, et quand ça a joué, tout le monde a ri tout le long de la pièce. Tout le monde pensait que c'était une blague, et puis parce que la musique a ce potentiel interprétatif très grand, qui fait qu'une même musique d'une personne à l'autre sera perçue complètement différent. L'art chorégraphique a cette même qualité plastique, et on s'en sert. Et c'est là-dessus, entre autres, que Catherine et moi, on se rejoint, je pense, avec les multiples possibilités interprétatives qu'offre le corps quand il est mis en scène et qu'il n'est pas accompagné systématiquement comme au théâtre avec un texte écrit avec une odeur, j'aurais dû dire une odeur. Et donc là, avec vraiment des idées qui sont claires, franches, livresques. L'art chorégraphique, c'est pas ça. Le corps nous dit des choses, et j'aime bien l'idée que toutes les interprétations, donc l'interprétation de Catherine comme celle des interprètes, qui sont nos premiers collaborateurs dans la pièce,
comme celle des journalistes, éventuellement, donc critiques, mais aussi des spectateurs. J'aime bien m'imaginer que toutes ces interprétations vont se nourrir les unes les autres et vont nourrir notre pièce. Moi, je suis toujours surpris, après un spectacle, d'entendre les gens venir me dire ce qu'ils ont perçu de la pièce. Je fais comme, ah oui, wow. Et on finit toujours par me demander est-ce que j'avais raison. Mais je répondrai jamais, oui, vous aviez raison. Non, non. Donc, ce besoin-là de l'auteur de dire quelque chose, c'est quelque chose auquel vous réussissez à vous distancier un peu? À échapper. Oui, OK. Oui, je pense qu'on tente, mais en même temps, il n'y a pas de démission, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on refuse de signer ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on aime bien s'imaginer qu'on est dans un processus d'ouvroir. On ouvre des portes, des tiroirs, et puis on sonde les possibles. Et on aime bien créer des gouffres, possiblement esthétiques. Mais j'insiste sur le mot gouffre. Gouffre. Des gouffres. Gouffre. Parlant de gouffre, le terme skis, terme skis, pourquoi être allé chercher ce thème-là? Ça crée encore là une grosse tension, une distorsion entre skis et Sunday, quelque chose de beaucoup plus dur, quelque chose de beaucoup plus déchirant, avec quelque chose de tellement joyeux qui est associé à quelque chose de pur, d'une certaine façon. Cette tension-là, dans le titre, qu'est-ce qui vous a amené à aller vers ça? Plusieurs choses. Je dirais le jeu de mots, cerise sur le Sunday, évidemment. Et? Oui, en effet, l'espèce de dichotomie que tu as relevée, qui est entre cet état de rupture psychique qui est la skise, une espèce de disjonction qui semble nous amener vers une certaine noirceur de l'être. Skise est un diminutif de racine. Oui, la racine dans schizophrénie. Ouais. Et le Sunday qui est en fait un symbole qui nous nourrit énormément, à Michel et moi. De plusieurs façons, mais principalement parce que c'est un objet qui représente le plaisir totalisé. Et c'est comme si c'est un cul-de-sac. C'est comme si, après le Sunday, comme on a rajouté du sirop, des affaires, des bananes, et puis là, et à un moment donné, mais qu'est-ce qu'on peut mettre de plus? Et on riait beaucoup parce que Burger King a proposé de mettre des chips de bacon sur le Sunday. Fait que là, on a comme une surenchère vraiment totalisante du plaisir. Mais on s'est dit, mais en fait, on arrive au bout de ce plaisir-là. Le plaisir est arrivé à son propre cul-de-sac, puis principalement aussi parce que c'est sûrement gras, dégoulinant et dégueulasse, et que c'est pas bon pour la santé. C'est pas recommandé par le Guide alimentaire canadien. C'est une sorte de fin de la civilisation. Une transgression, donc. Oui. Ouais. Comme quelque chose de la fin de la civilisation dans le Sunday. Puis on s'est dit mais bon, on est quand même à la recherche on voit cette tension vers la recherche du plaisir, puis de toujours l'amener à son expression la plus totale, mais en même temps plus on va sur cette voie-là, et plus on court à notre perte, en fait. Puis ça, c'est dans plusieurs mécanismes qu'on remarque, soit des mécanismes qui sont psychiques ou sociaux ou gastronomiques, mais on remarquait cette dynamique-là dans plusieurs situations. Puis c'est beaucoup ce qui a donné corps à la thématique de la pièce. J'imagine qu'il y a beaucoup d'idées et d'images dans la pièce, avec l'idée de Sunday, la schizophrénie. Est-ce qu'il y a beaucoup de concepts là-dedans qu'on voit? Ben en fait, je pense que le titre en dit peut-être davantage que ce que nous offrons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas par exemple, le Sunday n'apparaîtra jamais dans la pièce. La crème glacée n'est pas là. On y a rêvé, mais ça posait des problèmes techniques. Sous les lumières, surtout, oui, je suppose. Pendant 1 heure. Bon, ça posait toutes sortes de problèmes. Et puis, non, on a vite abandonné l'idée parce que de toute façon, c'était pas nécessaire de voir. Déjà d'esquisser dans le titre nous suffisait, et dans l'imaginaire visuel qui accompagne le spectacle. Et puis il n'y a pas non plus de schizophrénie, non, dans le sens où on n'est pas des analystes de la schizophrénie. On a utilisé la racine du mot qui dit quelque chose sur la notion de rupture et de disjonction. Oui. Puis l'idée était, comme toujours, d'avoir cet espace thématique ouvert
d'offrir une piste de lecture. Puis après ça, à l'interne, nous, ce qu'on fait, encore une fois, on en dit le moins possible. Mais oui, on frôle ces thèmes-là, on s'en amuse. Et puis, il est même étonnant d'imaginer parfois que telle scène qu'on a créée sera interprétée par des gens comme étant waouh, vraiment, comme là vous avez bien illustré la skizz quand c'était pas ça du tout qu'il y avait derrière. Ça revient à ce que je disais tantôt dans le fond. Mais on n'est pas complètement innocent, c'est-à-dire qu'on sait bien qu'on a proposé cette lecture qui a ce titre, que c'est cet univers thématique bicéphale et non acéphale, et on s'amuse avec ces deux pôles, mais pas de manière systématique, j'insiste. Mais la polarité est quelque chose de très présent dans la pièce. Donc, on passe, par exemple, d'une dynamique... on va passer, par exemple, d'un état très minimal, presque figé, contemplatif, à quelque chose de très excessif. On va passer d'une dynamique d'évasion à l'enfermement. Donc, on joue beaucoup dans les extrêmes, dans les dichotomies. Donc, ça reflète quand même beaucoup le titre de la pièce. Monsieur Côté, vous mentionniez ne pas vouloir en dire trop, mais est-ce que des fois, vous avez dit pendant la création que vous en disiez trop, parce qu'il y avait trop de symboles, trop de signes qui étaient offerts au public pour offrir justement cet éventail-là de lecture? Ah oui, tout à fait. En particulier avec le son. On a eu l'impression, à cause de l'appétit de Catherine pour le son, et puis évidemment le plaisir que j'ai à le travailler. À un moment donné, on s'est posé la question à savoir est-ce que cette orgie de couches sonores, parce que les interprètes portent du son sur eux, ils ont des sources autonomes et synchronisées entre eux. Bon, il y a l'environnement, évidemment, qu'offre un théâtre, donc avec le PA, bon, tout ça. Il y a des micros. Il y avait beaucoup de sons et on avait l'impression que dans ce petit espace exigu qu'ils habitent, nos trois interprètes, il y avait à cause de ça, il y avait une disproportion. Enfin, il y avait danger de déséquilibre entre eux, prisonniers d'une scène étroite, et le son qui était partout. Donc là, il y a une logique de déséquilibre qui s'installait et il a fallu être vigilant. On avait l'impression d'en dire peut-être trop. Dans cette idée aussi de travailler beaucoup avec les mots, ça posait des pièges parce que les mots sont pas innocents. On ne peut pas dire que des conneries, alors surtout pas en fait. Alors on voulait dire des choses, mais comment dire des choses en laissant le sens ouvert? On est toujours pris avec le sens. Alors on ne peut pas que faire des associations de mots qui ne veulent rien dire sans que ça devienne rapidement lassant ou que ce soit un étrange jeu. Alors il y a toutes sortes de questions de cet ordre-là, des questions d'ordre sémantique, mais aussi de surenchère. Avec lesquels on a été pris curieusement pendant un bon bout de temps. Et c'est étrange pour des gens qui font un show de danse, parce que c'est ça, en fait, c'est un show de danse, non? En bout de ligne, ou en tout cas en principe. D'après le programme, c'est pas certain. Non, c'est ça. Et évidemment, on s'est amusé avec ça, bien sûr. Mais on se retrouvait avec des questions finalement qui étaient presque extra-chorégraphiques. Enfin, pour moi, au début, ou même pendant une bonne partie du processus, je trouvais très étrange que beaucoup des questions qu'on se posait, je le répète, avaient peu à voir avec spécifiquement l'art chorégraphique. Pour avoir travaillé en collaboration sur beaucoup de pièces chorégraphiques avec plusieurs chorégraphes différents, je me retrouvais dans un questionnement que j'entendais rarement, que je côtoyais rarement dans une création habituelle. Et ça, c'est un bonheur. Les trois interprètes que vous travaillez avec, c'est Magali Stoll, Lael Stalek et Kelly Keenan, qui était aussi dans Acéphale. Comment est-ce qu'ils sont des collaborateurs chorégraphiques? Ben, en fait, donc, il y avait, dans Acéphale, je le précise, il y avait Magali Stoll et Kelly Keenan. Donc, Lael s'est rajoutée à l'équipe et je me dis que peut-être si j'ajoute un danseur par année, peut-être que dans mes vieux jours, j'aurai un bel arsenal, une belle équipe. Ben, en fait, cette pièce est ce qu'elle est à cause des danseurs et de ce qu'ils apportent. Donc, c'est vraiment leur langage corporel, leur énergie, leur proposition qui font que cette pièce a la texture, la tonalité qu'elle a actuellement. Donc, la façon dont je travaille, puis je pense que c'est assez
disons, assez généralisé chez plusieurs chorégraphes. Donc, on travaille beaucoup avec des improvisations, des jeux, des espaces qui permettent aux interprètes de trouver un espace d'expression assez singulier. Et puis, bien évidemment, plus le travail avance et plus les scènes se précisent, les jeux s'amalgament, la chorégraphie finalement finit par se tenir debout toute seule. Et donc, j'espère penser qu'il y a beaucoup de il y a encore beaucoup à la fin du processus de ce qu'on retrouvait au début, c'est-à-dire une sorte de personnalité propre à chacun qui se reflète dans la pièce. Ouais. Et ils sont aussi notés dans le programme comme collaborateurs aux musiques. Et comment ça? Oui, parce qu'ils ont collaboré sur toute la ligne, comme l'espace sonore était d'entrée de jeu étroitement lié à la création de la pièce constitutive, c'est-à-dire que là, c'est pas un compositeur, moi, qui débarque et qui a commenté une chorégraphie qui se fait. Alors, ils étaient invités aussi à suggérer des trucs. Par exemple, la L d'entrée de jeu était d'accord pour faire un travail de voix. Au début, on utilisait beaucoup les micros. On a laissé tomber les micros, même s'il y en a toujours maintenant sur scène. Mais on travaillait plus étroitement avec les micros et les sons émis directement dans un micro par les interprètes, soit des mots où évidemment je traitais les sons qui étaient émis par les interprètes. Donc, nécessairement, tout comme pour l'espace chorégraphique, ils ont été impliqués, ils ont fait des propositions et puis on a par ailleurs, t'as par ailleurs enregistré leur voix. Oui. Il y a des transformations de la voix dans les micros, donc c'est oui. Oui, on y allait de tout bord, tout côté. Donc, c'était le même travail qu'avec la gestuelle. Si, par exemple, je me levais puis je disais, bon, j'aimerais voir tel type de mouvement très, très contraint dans un espace, et puis que les trois interprètes improvisaient quelque chose pour voir si on pouvait trouver des matériaux intéressants, ben, il y avait le même type de recherche avec le son. Et c'est un bonheur. Et je m'imagine très mal travailler autrement quand je travaille avec des interprètes qui sont des collaborateurs. En musique, quand je crée des trucs spécifiquement musicaux avec des musiciens, j'ai le sentiment que de plus en plus, de nos jours, tout est dans l'art d'avoir le bon casting. Un peu comme dans Mission Impossible. Alors, tu choisis les interprètes avec lesquels tu aimerais explorer tel type d'univers, telle idée qui t'obsède ou que tu veux poursuivre. Et puis, ben voilà, tu fais le bon casting. On avait un assez bon casting. On a toujours un très bon casting. Incroyable. Mais je pense aussi que cette pièce comme mobilise vraiment beaucoup d'atouts en fait, parce qu'ils doivent être à la fois d'excellents bougeurs, danseurs, puis aussi avoir une capacité assez forte à l'énonciation, à la théâtralité, mais être capable aussi de jouer dans un univers de présence plus minimaliste. Moi, je trouve que c'est un défi, je pense, assez substantiel pour les interprètes, cette pièce. Et ce qui est intéressant avec les interprètes, il me semble, évidemment, ça dépend des individus. Il y a des chorégraphes, si on parle de l'art chorégraphique, qui cherchent des individus qui sont ni plus ni moins que des clones d'eux-mêmes. Et ces interprètes doivent donc faire au doigt et à l'œil, interpréter au doigt et à l'œil ce que le ou la chorégraphe invente pour eux. Ce qui nous intéresse, je crois, je dis nous parce que je sais que c'est ça pour Catherine, il y en a plein d'autres, de toute façon, dans le milieu de la danse. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt la singularité qui se trouve chez chaque interprète. C'est ça qui est nourrissant. Cette manière très personnelle que Magali, Kelly ou Laëlle Stelic ont de bouger nous nourrit intensément. Et c'est ça qu'on cherche. Elle est là, la singularité, elle est là aussi, la skills potentielle avec tout le reste de l'univers et de l'humanité, et c'est bien notre quête à nous, non, personnelle, individuelle, d'être nous-mêmes. Donc, c'est ce qu'on veut retrouver sur scène, etc. Et comme cette pièce repose sur une étrange triangulation, trois personnalités qui, tant bien que mal, doivent se supporter, s'amuser, poursuivre envers et contre tout. Alors c'est d'autant plus eux, avec leurs contradictions, qu'on veut. Alors j'insiste, Laëlle, quand il bouge comme il bouge, c'est hallucinant. Et il nous a fait, mettons,
quelques improvisations et on a fait comme ça va, c'est ça, on garde ça, c'est ce qu'on veut. Il y a une improvisation que vous allez voir dans le spectacle qui était un jeu qu'on avait inventé où on demandait à chacun des interprètes de partir avec un dictaphone dans un coin et de nous raconter, chanter quelque chose pendant 1 minute 30 secondes. Ils revenaient avec leur truc, on l'accrochait sur eux, on partait le dictaphone et on demandait ils savaient pas que c'était ce qu'on allait demander, on leur demandait de bouger maintenant sur cette trame qu'ils ont eux-mêmes composée. Alors ils devenaient, autrement dit, nos objets singuliers. Nous étions les démiurges, ils faisaient tout. Ils faisaient la trame sonore, ils faisaient le mouvement, puis on applaudissait. Voilà, merci, ciao. Et finalement, le produit est présenté dans un espace très restreint. Au niveau de la délimitation de cet espace-là, comment vous avez créé cet espace-là sur scène? Est-ce que vous avez créé un tapis spécial pour ça? Est-ce que vous avez mis des blocages physiques? Il danse sur un tapis de prélard de 12 par 12. Sur un prélard, en fait, qu'on s'en va chercher là, tout de suite après. Oui. Et est-ce que au niveau de la scénographie, vous avez utilisé d'autres éléments pour restreindre l'espace? Ou est-ce qu'au contraire, il y a cet îlot-là qui se trouve sur scène dans l'espace scénique et qui est vraiment laissé à lui-même? Ou est-ce que vous avez fermé l'espace à travers la lumière? Non. Ben oui, la lumière va certainement créer, oui, bien sûr, on travaille avec Paul Chambers en passant, puis la lumière va aider à créer cet espace-là. Mais ce prélard de vieille cuisine, en quelque sorte, clairement délimite l'espace et les interprètes n'ont pas le droit de le franchir. Nous avons installé des lasers tout autour et si un membre passe, il sera instantanément tranché ou brûlé. Alors donc, ils n'ont pas le choix de traverser. C'est une arène, en fait. Et ce qui nous intéressait, c'est d'avoir ce petit espace dans la salle Hydro-Québec. Alors, ça ajoute évidemment au sentiment d'emprisonnement presque. Et il y a peu de choses, outre les 3 interprètes dans cet espace très délimité, il y a peu de choses. Mais il y a quelques autres choses. Quelques objets qui traînent par terre. Et auxquels les interprètes n'ont pas accès puisqu'ils sont... Oui, c'est un peu leur... oui, ils ont accès à ces objets. Ils sont en fait sur ce carré de prélard, un peu comme dans on dit un sous-sol mal aéré. On a vraiment l'impression que il y a des choses qui traînent par terre et puis ils sont un peu dans leur terrain de jeu. Ils peuvent manipuler ces objets. Ils s'en servent pour soit transformer leur personnage, transformer l'espace de façon physique ou de façon plutôt sensorielle. Suggérer le plaisir, le déplaisir aussi. Parlons de ce thème du plaisir-là. Dans le texte qui a été écrit sur la pièce, le plaisir est mentionné. De quelle façon est-ce que vous approchez cette idée du plaisir-là exactement? Ben, on travaille sur la notion d'évasion. Donc, c'est peut-être pas tant... des fois, je me disais, est-ce que c'est vraiment tant le plaisir, comme se faire plaisir, jouir et tout ça? Ou plutôt, je le vois vraiment comme à travers la notion d'évasion. Donc, ils essaient de s'amener des fois à une jouissance un peu forcée. Parfois, ils jouent à des jeux. Parfois, ils se prélassent sur la plage. Ils cherchent de tous les moyens un dehors, un horizon, du fun. Et le plaisir en tant qu'évasion. Oui, je pense que c'est une sorte de... Il y a quelque chose de... Je trouve dans cette espèce de ritournelle, en fait, de volonté de toujours revenir à l'objet de son plaisir, créer des hypertrophies, en fait, des personnages qui sont obsédés, qui veulent s'évader de façon obsessive ou qui veulent atteindre le plaisir de façon obsessive, et ça crée des personnalités qui sont très presque grossières dans leur façon de vouloir se faire plaisir, s'évader, ouais. Mais de toute façon, on n'y échappe pas parce que le plaisir est le leitmotiv absolu. Je veux dire, on fonctionne à travers nos 5 sens et ces sens nous procurent du plaisir. Alors on mange parce qu'il y a un plaisir, pas uniquement, mais aussi beaucoup parce qu'il y a un plaisir. On se reproduit parce que en bout de ligne, il y a une notion de plaisir qui est associée à l'idée, au geste de se reproduire, bon, etc.
on n'y échappe pas et vas-y. Non, j'allais dire oui, puis c'est comme si par contre cette façon-là de vouloir toujours rechercher le plaisir de façon continue nous fait presque se confronter toujours à nos propres limites, à nos propres cul-de-sac, à nos propres impossibilités d'être toujours dans le plaisir en fait, parce qu'il faut toujours à un moment donné qu'on se rétracte, qu'on revienne pour pouvoir y retourner à nouveau finalement. Oui, il faut toujours arrêter. Il y a cette étrange lassitude du plaisir qui s'installe. Il y a parfois même plus que la lassitude, la culpabilité peut être associée étrangement à la recherche du plaisir. Bon, il y a tous ces trucs qui forment un rapport parfois paradoxal au plaisir. Bon, ça c'est une chose, mais il y a aussi dans le début du travail avec Catherine, nous avions décidé de se faire un journal dans lequel on échangeait beaucoup. Mais un journal vraiment un courriel. Alors on échangeait des idées puis on se répondait l'un l'autre. On a écrit un assez bon journal. J'imagine qu'une maison d'édition roumaine un peu flyée pourrait être intéressée par la chose, mais bon, on n'en fait pas de recherche pour l'instant. Ceci dit, une des thématiques qui revenait était évidemment le plaisir, mais il n'était pas nécessairement abordé de manière fouillée, très rationnelle. On parlait de la ritournelle, de l'éternel retour. On parlait de a rose is a rose is a rose is a rose. On parlait de ces choses. Des tourettes, du minimalisme répétitif, toutes ces idées qui, d'une certaine manière, sont liées à l'éternel retour du plaisir. On a gardé ça comme leitmotiv, mais en même temps, ça devenait pour nous difficile d'avoir que des gens sur scène qui répètent les mêmes gestes ad libitum, ad nauseam, et puis on se sert de ça. Il y a du retour, et tout ça. Même si ça fait beaucoup de choses en même temps, je sais, était lié à l'idée du plaisir. Et puis, Fruit Loops. Bleu, jaune, vert, jaune, bleu, jaune, vert, jaune, bleu, jaune, vert, jaune. À l'infini. Et au niveau du public qui va voir ça, est-ce que la question de leur plaisir était présente dans la création? Est-ce que c'était plus une approche quasi narcissistique au plaisir de la création, au plaisir de présenter quelque chose sur scène? Me pose assez peu la question de mon public. Contrairement à ce qui est à la mode dans certains milieux, milieu théâtral par exemple, une des grandes figures du théâtre québécois, Denise Filiatro, dit toujours « Moi, j'offre à mon public ce que mon public veut ». Ben, je trouve que c'est un peu bête, c'est un peu... c'est une excellente manière de laisser son public sur leur faim d'une certaine façon. Traîner dans sa fange, quoi. Et oui, et sur leur faim, parce qu'il y a pas de rapport évolutif, et puis il y a pas vraiment de souci de véritable communication, parce que là, bon, c'est lubrique le truc, c'est tout. C'est comme aller chercher un sundae, quoi. Tu viens chercher ton sundae, tu bouffes ton sundae, tu repars, et puis il en reste plus rien, puis tu reviendras dans 3 semaines pour un autre sundae. Non. La question du public peut-être se poser si après 17 spectacles, 17 chorégraphies différentes, tu te retrouves toujours avec 3 spectateurs à chacune de tes représentations. Tu dis, bon, peut-être que je t'ai créé un truc qui a pas rapport. Je sais que ma réponse est en digression, mais tout ça pour dire que je pense que c'est quand même une erreur de s'attarder trop quand on est en création à son public. Se poser la question si on est recevable, si on communique quelque chose, c'est bon, mais le public, bon. Puis je pense que je trouve vraiment intéressante la question du plaisir narcissique parce que je pense que effectivement quand on se place dans une situation de création, dans une activité de création, il faut nécessairement, en tout cas pour moi, que j'en retire du plaisir. Donc parce que sinon, je veux dire, pour ce que ça je vais le dire très franchement, pour ce que ça nous coûte en termes de temps, d'énergie, d'argent et de déploiement infini d'énergie, si on peut pas vraiment flyer, partir sur nos idées, se conforter dans une façon d'activer les corps dans l'espace qui nous paraît complètement flyer, s'il y a pas ce moteur-là du plaisir qui est partagé avec les interprètes, bien sûr, parce que tout ça est une aventure assez folle et incroyable. S'il y avait pas ce plaisir-là, je pense qu'on ne ferait pas de l'art, on ne poserait pas ce geste artistique.
Oui, mais on aime notre public. Ben oui. On aime notre public. Il y aura une séance de le massage. Signature d'autographe après la 3e. En fait, d'une certaine façon, je pense pas que ne pas tout donner, tout cuit dans le bec d'un public, ça veut nécessairement dire ne pas avoir conscience du public ou ne pas aimer le public. Au contraire. Bien sûr. Je pense au contraire. C'est ça. Je pense qu'il y a un certain manque de respect envers le public quand on essaie de leur donner un produit préfini d'une certaine façon ou tout préparé. Je sais pas si c'est un petit peu dans la même veine que ce que vous disiez. Là. Oui, mais je veux dire, c'est dans la mesure du possible, idéalement, d'avoir le bonheur d'offrir quelque chose de non convenu, quelque chose, comme on disait beaucoup plus tôt, qui servira d'ouvroir. Je veux dire, on est là pour faire en sorte que le spectateur, oui, je disais plutôt, on est là pour forcer la concentration. On n'est pas là pour que ça fasse mal, bien sûr. On est là pour que, wow. Je veux dire, moi, c'est ce que j'attends de l'art. J'attends que telle musique, tel livre, tel show, tel film me bouleverse. Je sors de là, il s'est passé une mini-révolution à l'interne. Il y en a de très grandes, il y en a de plus petites, mais qui se passe quelque chose. Il y a rien de pire que l'ennui en art. C'est le plus grand des crimes en art, l'ennui. Voyons. Ben non, surtout pas dans un monde où en principe tout est possible parce que c'est un espace rituel. On peut tout faire dans ces espaces rituels que sont les pages d'un livre, que sont une scène. On peut mettre à mort, on peut assassiner, on peut tout faire. Et c'est le lieu pour le faire. C'est un lieu de représentation. Si les sociétés humaines se servent bien de l'art, c'est la meilleure invention pour conjurer. Mon discours est pas hystérique là, hein? J'espère. Mais c'est un des meilleurs lieux pour conjurer les grandes problématiques sociales de l'espèce. Je pense que là, oui, on peut. C'est un espace de discussion très très puissant, et on l'oublie. On parle de plus en plus de culture, de ci, de ça, et puis de divertissement. On insiste là-dessus, mais c'est parce que c'est un véritable drame. Est-ce qu'il y a des limites à la transgression en art, selon vous? C'est une grosse question, ça. Oui, c'est une grosse question. On va finir l'épisode bientôt, fait que je me suis dit, on va y aller avec une blague. Moi, je pense qu'il y a des limites à la transgression en art. Je pense pas que la notion de transgression soit suffisante en elle-même. Donc, je pense que l'art permet un déplacement de la pensée, mais s'il faut penser que seule la transgression permet ce déplacement, à mon avis, il y a comme un problème. Et je pense que la simple notion de transgression suffisante en elle-même amène à des excès moraux parfois qui peuvent potentiellement, on le voit de temps en temps, il y a certaines formes d'inacceptables dans body art notamment des fois. Mais ça pose la question la question qui a plus de 200 ans maintenant, la question que Sade a posée dans sa littérature. Je veux dire, c'est les 120 jours de Sodome, c'est un des textes les plus furieux qui a jamais été écrit, à ce qu'on sache, dans l'histoire de l'humanité, où c'était un mode d'emploi pour mettre à mort des gens, et c'est un catalogue infini d'horreurs. Et alors, ça a été mis à l'index pendant longtemps, et c'est encore contesté, c'est encore une littérature que les gens peuvent supporter et que beaucoup aimeraient censurer. Sauf que ce n'est qu'un écrit. Je veux dire, il y a personne qui est mis à mort pour vrai. Et c'est dans ce sens-là que l'art m'apparaît parfois vachement nécessaire. Mais l'espace de transgression n'est pas toujours fictionnel. Non, mais c'est ça. Là, en ce moment, ce à quoi on assiste en ce moment, c'est une sorte de fusion entre l'art et la vie, en fait. On est en train de rejeter tranquillement le régime fictionnel de l'art. On le voit beaucoup, on le voit soit avec des gens qui revendiquent politiquement comme les yes men, qui se positionnent comme
qui se positionne dans l'espace public pour faire changer cette réalité, mais qui se positionne de moins en moins dans un espace fictionnel. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser cette sorte de nouvelle rupture, cette nouvelle fusion, je veux dire, entre l'art et la vie pour, à mon avis, faire passer des revendications, puis être radicalement politisé. Puis je pense par contre que si on veut aller dans la transgression la plus totale et torride, ben je pense que si on conserve un vrai espace fictionnel, donc on est quand même dans une possibilité d'agir qui est beaucoup plus large. Maintenant, je pense qu'il y a des cas de figure récemment, par exemple dans le body art, mais le body art, je veux dire, il y a quelque chose de non fictionnel parce que véritablement il y a des personnes engagées, c'est soit leur propre vie, soit la vie d'autres individus. Puis là, à ce moment-là, ben les frontières de la moralité sont vraiment complètement secouées. Puis je pense que c'est chaque cas qui devrait être évalué de façon indépendante. Mais en général, est-ce que vous diriez que, surtout Catherine, selon ton discours en ce moment, est-ce que la transgression est bien meilleure quand c'est fait à travers une sublimation des choses plutôt que une expérience directe de la chose? Je pense que la notion, pour moi, c'est comme si la notion de transgression, je sais même pas si elle m'intéresse tant que ça en tant que telle. Je cherche vraiment une sorte cherche un déplacement ou une sorte de une résistance ou un déplacement. La transgression, je trouve qu'elle réaffirme jusqu'à un certain point les limites qu'elle tente de dépasser. Puis je pense que quand on travaille dans le déplacement, dans la résistance, on fait peut-être des changements qui sont moins comme brutaux ou visibles, mais quelque chose de plus on joue avec plus de fluidité du sens. Donc est-ce que ta question c'était est-ce que la transgression, quand c'est mieux à travers la sublimation de la chose, à travers le déplacement, un peu comme ce que tu disais, plutôt qu'à travers l'expérience directe, donc le faire dans la vraie vie. Je pense qu'il y a le problème il y a un problème entre la transgression et la représentation de la transgression aussi. Moi, ça m'arrive à plusieurs moments de me retrouver dans des, je sais pas, soit des salles de spectacle ou en lisant un livre, et je vois le mode opératoire de la transgression qui devient une représentation de la transgression. Puis c'est tellement évident que je le vois comme processus, mais il ne m'active pas personnellement dans un changement d'idée ou dans un déplacement. C'est parce que c'est mal fait. Parce qu'il y a parfois des moments où c'est bien fait. Ouais. Moi, j'aurais tendance à répondre un savoureux mélange des deux. Ça m'apparaît être de part et d'autre. Je veux dire, c'est dans l'action comme dans la, il est nécessaire. Je pense l'espace de transgression comme dans les représentations symboliques. Ça m'apparaît nécessaire de part et d'autre. Donc comme un Sunday finalement. Ouais, c'est-à-dire qu'on a envie d'y aller, mais puis on finit par y aller, puis on essaie de pas y retourner trop souvent, mais ça nous apparaît nécessaire d'y retourner. Bon. Puis ce qu'on oublie des fois, c'est que la transgression, c'est une affirmation des limites. En fait. Oui. C'est qu'on passe par la transgression pourquoi? Pour dénoncer certaines limites. Parce que c'est ce que la transgression précisément met en lumière. Là où on ne peut pas aller. Mais je sais pas si on travaille vraiment dans ce champ-là, nous. Je pense que non, pas vraiment. Pas vraiment. Ça, on se pose pas la question. Mais je veux dire, ça, on peut faire de la lecture, on peut faire une lecture de la pièce, j'imagine, avec cette grille, comme on le fait de toute production artistique. Il y en a, on a beau les presser, puis il sort pas grand jus. J'espère que la nôtre, ne serait-ce que la cerise, en tout cas, aura un peu de jus. Donc, la pièce Ski sur le Sunday de Catherine Lavoie-Marcus et Michel Côté sera présentée le 5, 6 et 7 décembre à 19h30 et le 8 décembre à 16h à Tangente au Studio Hydro-Québec du Monument National. Donc, Catherine Lavoie-Marcus, Michel F. Côté, merci énormément d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup à vous. Donc, Michel F. Côté, est-ce que vous pourriez nous parler un peu des musiques qu'on va entendre à l'instant, qui sont tirées de la pièce Ski sur le Sunday?
Catherine m'a proposé, en fait, c'était pas nécessairement dans le but de la pièce, mais à un moment donné, il me dit, écoute, il faut absolument que tu ailles voir tel truc sur YouTube, c'est des séances de footwork, donc à Chicago, cette nouvelle esthétique de danse, mais aussi associée avec une musique très forte. Et puis, c'est des batailles de footwork, puis bon, va voir ça, blablabla, et puis, I got a crush. Pour la danse est hallucinante, mais aussi pour la musique. Alors, on s'est intéressé, Catherine et moi, donc, à cette esthétique musicale. Et puis, moi, je me suis mis à en composer, mais je me suis aussi permis le plaisir de remixer certaines pièces de footwork en ajoutant des trucs, etc. Alors, les deux pièces que vous allez entendre sont dans les deux musiques que vous allez entendre sont dans la pièce et sont des bonnes représentations de ce que vous allez pouvoir entendre. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Allison Burns, JD Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com, follow us on Twitter at Dirty Feet, and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.